Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire, ce deuxième webinaire de l'année que nous organisons avec l'ADEMA, qui fait suite à celui qu'avait animé Fabienne avec Cécile en début d'année au mois de février sur les bonnes pratiques mises en œuvre durant la crise de Covid et à pérenniser au-delà de cette crise, donc qui avait réuni une cinquantaine de participants également. Et donc, ce soir, nous proposons un webinaire sur un autre thème qui fait aussi écho d'ailleurs à certaines tendances ou certaines attentes euh, des actifs aujourd'hui, tels qu'on peut les observer au travers de différents sondages d'opinion ou aussi de mouvements de migration, au moins géographique, vers le sud ou vers l'ouest. Et ces questions en fait de migration ou de transition se posent également dans le domaine professionnel. Et ce qui a effectivement invité Fabienne et Céline à vous proposer ce soir ce webinaire sur le thème 5 conseils pour réussir son rebond professionnel dans le secteur associatif. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que Céline et Fabienne interviennent pour vous présenter effectivement ces 5 conseils. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas durant cette phase de présentation de les poser via le chat et nous les reprendrons bien volontiers à l'issue de cette phase de présentation. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Fabienne et Céline. Bonjour, on va se présenter un petit peu sommairement. Donc, je suis Fabienne Dubos, je suis vice-présidente de l'ADEMA et intervenante dans les formations que nous organisons avec l'École des mines, mais également en intra dans les associations. Moi, je vais intervenir aujourd'hui parce que j'ai fait cette bascule il y a 20 ans du secteur marchand au secteur associatif. J'étais directrice commerciale d'une société d'édition et j'ai décidé, suite à un licenciement économique, de donner plus de sens à ma vie professionnelle en intégrant le secteur associatif. Donc, je suis ici pour partager, j'ai ma casquette ADEMA, mais je vais surtout partager mon expérience et puis mon analyse sur ces 20 ans qui viennent de s'écouler dans cette bascule dans le secteur associatif. Aujourd'hui, je suis consultante pour le secteur associatif, donc c'est ma troisième vie professionnelle. J'ai été directrice commerciale, j'ai travaillé dans le secteur associatif. Aujourd'hui, j'accompagne des associations. Voilà, et je vais intervenir avec mon acolyte Céline Julien qui va se présenter et commencer cette présentation. Donc moi, je suis Céline Julien, je suis maintenant indépendante, mais après avoir été 20 ans salariée dans le secteur associatif, à des postes différents, dans la relation d'aide, dans la formation. Et puis, mon dernier poste, j'étais DRH d'Emmaüs, donc la fédération Emmaüs, poste que j'ai occupé pendant plusieurs années. Et donc, du coup, c'est cette casquette-là que je reprends avec vous ce soir, qui est donc, du coup, vu du point de vue du DRH d'une grande association comme Emmaüs, c'est quoi les conseils pour rebondir, pour rebondir dans le secteur associatif, qu'on vienne du secteur marchand ou qu'on ait envie de changer de secteur ou qu'on se questionne. Et donc, je prendrai cette casquette-là, mais je vous parlerai aussi de mon expérience, qui était effectivement le questionnement que je me posais moi quand j'étais DRH, évidemment quand j'avais des personnes qui postulaient et qui cherchaient plus de sens et qui avaient envie de faire ce rebond-là. Et je vais aussi vous partager l'expérience que moi je fais du recrutement, notamment pour un cabinet que vous devez connaître qui s'appelle Orientation Durable, qui recrute principalement dans le secteur de l'ESS. Et donc du coup, je pourrais aussi vous partager mon expérience de recrutement. Et puis moi, maintenant, donc depuis presque 3 ans maintenant, je suis indépendante et comme Fabienne, donc je suis membre de l'ADEMA et je fais de la formation pour le secteur associatif et je fais du coaching aussi, notamment pour des personnes qui sont en transition et qui ont envie du secteur associatif ou pas. Voilà, donc je prendrai toutes ces casquettes-là, mais je me positionnerai surtout dans un discours de moi en tant que DRH, les conseils que je donnerais à des personnes qui ont envie de rebondir dans le secteur associatif. Du coup, je vous propose qu'on commence par le conseil numéro 1. Alors, conseil numéro 1,
qui pour moi est peut-être un des conseils les plus importants, mais les plus difficiles à appréhender, enfin les plus globaux, qui est trouver le type d'association qui vous correspond. Euh, Effectivement, le secteur associatif a des spécificités dans son mode de fonctionnement, ça c'est certain. Voilà, ça n'est pas la culture associative qui est portée par un projet. Une association, c'est avant tout un projet, c'est travailler avec des bénévoles, c'est effectivement un projet pour une cause ou un but, ou voilà, en tout cas, c'est des personnes qui se rassemblent autour d'une cause commune ou d'un projet commun. Et donc, du coup, effectivement, le fonctionnement d'une association a une culture interne qui est très spécifique. Et du coup, c'est vraiment important quand on a envie d'aller dans le secteur associatif, de bien comprendre les différentes cultures internes. Travailler pour la Croix-Rouge n'a pas la même culture que travailler pour Greenpeace. Ça n'est pas la même culture que travailler dans une association dans le champ du handicap ou dans une association de famille. On a une personne qui représente ici. Donc, effectivement, il y a des cultures internes qui sont très spécifiques. Et du coup, ce qui est vraiment important, alors c'est plus subtil, mais on vous donnera d'autres, ça rebondira sur les autres conseils pour vous aider à comprendre. Mais du coup, c'est bien comprendre les différents secteurs associatifs et trouver celle qui vous correspond. Quand j'étais, enfin, en tant que DRH, on voit souvent des personnes qui arrivent et qui, voilà, par exemple, à Emmaüs, qui postulaient en disant voilà, vous avez un projet magnifique, j'ai envie d'y contribuer, sauf que la culture interne Emmaüs, qui est teintée de son histoire, du projet qu'il défend, même de la personnalité de l'abbé Pierre quand il l'a construit, fait qu'il y a une culture qui est spécifique, au même titre que dans les entreprises privées, la culture chez Michelin n'est pas la même que chez BNP. Et ben c'est pareil dans le secteur associatif. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous trouviez celle qui vous correspond. Donc en fait, voilà, posez-vous la question de vous, qu'est-ce qui vous correspond? Petite taille, grande taille, sur le champ de la militance, sur le champ voilà, du type d'organisation, et surtout, et soyez très au fait de la culture de l'association. Je te laisse rebondir, Fabienne, et puis tu complètes. Je vais compléter avec donc ma casquette de quelqu'un qui a basculé dans le secteur associatif, je vous le disais, il y a une vingtaine d'années. Alors moi, j'avais envie de dire aussi que chercher l'association qui vous correspond, c'est mieux comprendre comment fonctionne une association et éviter d'écouter les préjugés sur le secteur associatif. Éviter d'écouter les préjugés sur le secteur associatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça va peut-être faire écho à certains. Moi, quand j'ai eu ce projet-là, j'étais directrice commerciale dans le secteur marchand. Quand j'ai annoncé à mon entourage que je voulais travailler dans le secteur associatif, au début, c'est un fantasme. Moi, j'avais été bénévole, j'avais quelques notions de ce qu'était le secteur associatif et j'ai vu la nécessité de bien comprendre comment fonctionnait une association et vers quelle association je voulais aller, aussi pour défendre mon projet et pouvoir aussi détricoter les préjugés. La pire chose qu'on m'ait dite, c'est ah, tu veux faire de la com dans le secteur associatif, mais tu sais, la com dans le secteur associatif, c'est des photocopies sur du papier couleur. Donc, ce qui est une aberration, c'est un préjugé. Et donc, de bien comprendre comment fonctionnait une association et trouver les associations dans lesquelles je voulais travailler, ça m'a permis aussi d'embarquer toute ma famille dans ce projet et de laisser de côté les préjugés. Et puis, ça m'a aussi permis de résister à l'envie de répondre à toutes les annonces, parce que quand on décide de basculer dans le secteur associatif, on a envie de répondre à plein d'annonces, et puis en fait, notre profil ne correspond pas à toutes les annonces, et donc il y a beaucoup de déceptions. Donc, la démarche que j'ai eue quand j'ai cherché à basculer dans le secteur associatif, c'est, je me suis posé les questions, est-ce que je veux être dans une association militante ou plutôt gestionnaire? Est-ce que je vais être dans une association? Que je vais être dans une fondation, sur quel sujet j'ai envie de m'investir, qu'est-ce que je pourrais apporter dans quel secteur. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment fonctionnaient les associations, et notamment sur les questions de communication. J'ai été très attirée par des associations qui étaient sur des questions de discrimination, de lutte contre la discrimination. Et c'est comme ça que je me suis fait une liste de sujets, dont le handicap, et j'ai eu mon premier poste de directrice de la communication et du développement dans une grosse association dans le secteur du handicap qui s'appelle l'ADAPT, où j'ai bien pu vérifier que la communication, ce n'était pas des photocopies sur des papiers couleurs. Voilà, donc trouver le type d'association qui vous correspond, c'est aussi ne pas être seul dans votre projet et embarquer tout le monde et pouvoir
choisir vos annonces et dire, bah voilà, je ne réponds pas à cette annonce qu'on vous a envoyée parce que vous avez ce projet-là, en disant, ce n'est pas une association qui correspond à ce que je recherche. Alors, on va enchaîner avec le deuxième conseil qui découle du premier, c'est se constituer un réseau. Alors, vous allez me dire, quand on débarque dans ce secteur-là, ce n'est pas si facile de se faire un réseau. Donc, en reprenant l'exemple de ce que j'ai cheminé pour trouver un poste, je me suis fait une liste de toutes les associations qui m'intéressaient et je regardais régulièrement s'il y avait des annonces. Et puis surtout, je regardais s'il y avait des personnes qui avaient été bénévoles ou salariées dans ces associations pour qu'elles m'en parlent, pour que je puisse vraiment me nourrir et préparer cette bascule dans le secteur associatif. Alors, c'est encore plus facile aujourd'hui avec LinkedIn, avec Facebook, avec les réseaux sociaux. On trouve une association et on voit dans notre réseau des personnes qui ont connu cette association. Encore aujourd'hui, moi, j'ai des contacts sur LinkedIn de personnes qui me disent « Ah, vous avez travaillé à l'ADAP, vous avez travaillé à la Fondation de l'Avenir, j'ai envie de postuler à un poste, comment ça se passe, comment ça fonctionne ?» Donc, c'est vraiment très important de vous constituer un réseau pour le rebond actuel, mais pour les rebonds futurs également. C'est de vous faire aussi un fichier de recruteur spécialisé. Donc, Céline vous a parlé du recruteur avec lequel elle travaille, mais il y en a une petite poignée dans le secteur qui sont vraiment spécialisés et qui pourront, certains, vous recevoir aussi pour écouter votre projet et vous aider à affiner aussi. Ce n'est pas rare de voir des recruteurs qui orientent en disant bah, finalement, est-ce que c'est l'association ou une fondation ou l'ESS au sens large qui est faite pour vous? Mais en vous constituant ce réseau, vous allez pouvoir affiner votre projet. Et puis, le cultiver, ça c'est super important, c'est qu'à chaque fois que vous avez un projet de rebond, c'est commencer à interroger les personnes que vous connaissez en disant bah, dis donc, voilà, je changerais bien, j'irais bien dans tel secteur. C'est vraiment, aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire, mais ce qu'il faut retenir, à mon sens, avec les 20 années de recul que je peux avoir dans le secteur associatif, c'est que si on n'est pas un homme ou une femme de réseau, c'est plus compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est plus compliqué d'affiner son projet. C'est important d'en parler, c'est important d'être en veille sur les sujets qui font, sur le fait associatif, sur tous les sujets autour du secteur associatif et pas uniquement sur le réseau qui va vous permettre de trouver un poste. Du côté de la DRH, Céline, qu'est-ce que ça donne ? Alors, du coup, c'est Laurence, ouais, super, merci beaucoup. Du coup, du côté de la DRH, c'est quand vous avez donc déjà alors, même si globalement dans le secteur associatif, les offres cachées, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y a quand même beaucoup d'offres qui sont partagées, diffusées. Néanmoins, le réseau, il peut vous permettre de vous dire bah tiens, je sais qu'il y a on est en train de travailler sur un projet, de développer une mission. Par exemple, voilà, quand on était à Emmaüs, on avait développé un projet qui était une mission prison. Donc voilà, il y avait une réflexion autour de comment travailler sur l'insertion des prisons. Et on en a parlé, ça faisait des mois qu'on en parlait de ces missions-là, on cherchait des financements, on tombe sur le financement. Et la personne qui a été recrutée, c'est une personne qui avait contacté Emmaüs à une période des gens d'Emmaüs, qui travaillait sur ça. Et on n'est pas allé la chercher forcément, elle, de manière... voilà, il y a eu un recrutement avec plusieurs candidatures. Mais elle, quand elle est arrivée, non seulement elle savait depuis un moment que ça existait, donc elle avait eu le temps de potasser, etc. Et puis, on nous avait dit, bah, tiens, c'est marrant, c'est une personne, ça fait 2 fois qu'elle nous contacte, elle a fait du bénévolat chez nous. Et donc, du coup, comme elle savait qu'il y avait un projet qui pouvait l'intéresser, qui allait venir à Emmaüs, elle est arrivée en entretien beaucoup mieux préparée. Beaucoup plus préparée, prête. Elle avait déjà compris les choses de ce qui se passait. Elle savait parler plus concrètement. Donc le réseau, quelqu'un qui a travaillé, qui a été curieux en fait des projets et des enjeux de l'association, notamment avec le réseau, arrive en entretien beaucoup plus préparé. Et ça, c'est vraiment, ça fait une énorme différence parce que un des points, on en parlera un petit peu encore après, mais un des points que le recruteur cherche dans une association, c'est certes les compétences. C'est-à-dire, voilà, quand on recrute un comptable, on veut quelqu'un qui sache gérer la compta. Quand on recrute un chargé de com, voilà. Mais il y a un aspect compétence qui est important dans le recrutement. Mais par contre, l'aspect comprendre le projet,
Et mettre ses compétences au service de projet, c'est presque tout aussi important quand on recrute. Et donc, quelqu'un qui certes a des compétences, mais qui a aussi envie de mettre ses compétences au service d'un projet, donc a compris le projet, qui a compris les enjeux, arrive en entretien avec une valeur ajoutée énorme. Donc moi, je vous invite à être vraiment curieux. En plus, c'est passionnant parce que c'est vrai que le secteur est tellement riche. Ça répondra à la question qui est finalement, c'est quoi la culture asso qui me correspond le mieux. Et puis, donc du coup, vous serez de toute façon mieux préparé que quelqu'un d'autre. Et alors, l'avantage du secteur associatif, c'est que quand même, par sa culture, notamment du bénévolat, est quand même très ouvert à la rencontre, à rencontrer des personnes différentes. Et donc, du coup, on peut élargir son réseau finalement de manière assez vite. Déjà, si vous faites le tour autour de vous, il y a tellement de personnes qui sont soit bénévoles, soit salariées dans le secteur associatif. C'est 10% des salariés. Donc, statistiquement, vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le secteur associatif. Pas forcément l'association qui vous plairait, mais quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là. Et donc, de fil en aiguille, c'est ouvrir son réseau, c'est plus compliqué que ça. Et puis, en plus, il y a du bénévolat. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire du bénévolat, faire une journée de bénévolat. Il y a aussi vous former, effectivement. Faire une formation, c'est aussi se constituer un réseau. Mais en tout cas, élargir son réseau dans le secteur associatif, c'est un cercle relativement ouvert, en fait, parce qu'il y a une culture de l'ouverture par le bénévolat qui est quand même très forte. Donc, voilà, vous arriverez mieux préparé avec un discours qui sera beaucoup plus entendu par le recruteur. Et en plus, le moyen est assez facile. Voilà, si je voulais travailler chez BNP Paribas, je ne pourrais pas faire du bénévolat pour BNP Paribas. Donc, du coup, il serait difficile de travailler sur. Et donc, du coup, j'aurais pas cet accès-là. Là, il y a cette richesse-là. Et en plus, c'est passionnant. Voilà, donc, vraiment, moi, je l'ai vraiment vu, ça fait une énorme différence en termes de recrutement. Quelqu'un qui a déjà eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes ou fait du bénévolat. Je l'ai vérifié. C'est vraiment une grande différence. Donc là, on est sur le troisième conseil maintenant. Alors, le troisième conseil, donc après la culture, vous savez un peu plus. Vous avez constitué votre réseau, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous avez commencé à rencontrer des gens. Après, il y a une dimension dont on parle souvent dans le secteur associatif, c'est être conscient des moyens des associations. Alors, les moyens, c'est pas que. Alors, souvent, on parle de oui, en association, on baisse son salaire par 2. Alors, c'est à la fois faux et vrai, mais en tout cas, oui, c'est vrai que les niveaux de salaire du secteur associatif ne sont pas ceux qu'une partie du secteur marchand, même si c'est pas que ça, parce que voilà, c'est pas le secteur marchand n'est pas aligné sur les grands groupes au niveau de salaire pour tout. Mais en tout cas, ayez en tête les grilles de salaire, c'est-à-dire que si effectivement vous cherchez un poste de directeur d'une équipe ou de responsable d'équipe et que vous visez un poste à plus de 100 000 à plus de 100 000 euros par an, vous aurez quand même du mal. Ça va être quand même un peu difficile, voire même impossible. Et si vous le trouvez, je veux bien que vous gardiez mon numéro et que vous m'appeliez. Mais parce que ça existe peu. Donc, soyez conscient de ça. Donc, ça ne veut pas dire, l'idée, ce n'est pas d'être dans le sacrificiel, mais d'être conscient que de toute façon, le secteur associatif est moins rémunérateur aussi parce que des contraintes financières. Le secteur associatif, dans son mode de fonctionnement, fait qu'effectivement, il n'y a pas des salaires très élevés. Il y a aussi des politiques, c'était le cas à Emmaüs, c'est dans pas mal d'associations, de réflexion autour de l'écart entre le salaire du plus bas et le salaire le plus haut. C'est-à-dire que ça participe de l'engagement du secteur associatif d'avoir une réflexion autour de l'écart des salaires. Donc à Emmaüs, on était sur un écart qui était très faible entre le salaire plus haut et le salaire plus bas. Mais du coup, ça contraint quelque chose. Donc en fait, ça, il y a des études qui existent sur les grilles de salaire. Pareil, moi, je vous invite à avoir une veille sur les offres dans les associations qui vous plairaient. Il y a globalement, pas systématiquement, mais plutôt une transparence sur le niveau de salaire, parce que souvent c'est un salaire au projet, ça Fabienne en reparlera. Et donc du coup, globalement, regardez un petit peu. Voilà, si vous vous rendez compte que la com, par exemple, c'est un secteur qui vous plaît, en regardant un petit peu et en fouillant des annonces dans deux directeurs de com, chargés de com, responsables com, vous allez commencer à vous faire une idée. En tout cas, avoir en tête ça, parce que si vous arrivez à l'entretien avec une demande de salaire extrêmement importante, malgré toutes les compétences et l'engagement, on ne pourra pas, en fait, parce qu'il y a des moyens qui sont très restreints. Et puis, c'est aussi comprendre les conditions d'emploi avec des moyens limités. Donc, c'est vrai que, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec une association avec laquelle je travaille, et voilà, il n'y a pas forcément un SI, quelqu'un qui s'occupe de l'informatique, ou quand votre ordinateur il est en panne, tout est bien fait. Il n'y a pas forcément des moyens énormes, qui fait qu'effectivement, les conditions d'emploi sont peut-être moins dans une forme de richesse. Et
Et du coup, c'est vrai que ça peut changer. Après, les conditions d'emploi sont aussi le revers de la médaille ou le bienfait des choses, c'est que du coup, souvent, il y a aussi une certaine souplesse dans la manière dans le rapport des conditions d'emploi. Voilà, Emmaüs, par exemple, et même dans les autres associations que j'ai fait, il y avait des accords sur le temps de travail qui étaient souvent extrêmement avantageux. Il y avait une réflexion autour de la notion de temps de travail, sur le bien-être au travail. Il y a des choses qui existent qui, voilà, en tant qu'employeur, quand on est DRH, quand on ne peut pas satisfaire sur la grille de salaire, on essaye d'être satisfaisant dans les conditions d'emploi sur d'autres choses. Et donc, on est plutôt effectivement sur des aspects de cadre de travail au sens large, quoi. Mais c'est vraiment important parce que n'ayez pas l'illusion. Et là, pareil, l'aspect réseau pourra vous donner des éléments. Et puis, vous posez la question en disant, vous, est-ce que ça vous gêne? Voilà. Personnellement, je fais partie des gens pour qui ça n'a jamais été un problème. Voilà, moi, voilà, travailler même sur une table qui est un peu bancale, ça ne me pose pas de problème. Par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis attachée. Donc, posez-vous la question, vous dire en quoi c'est important pour moi. Et c'est OK si c'est important pour vous. L'idée n'est pas dans le jugement de dire il faut être, mais c'est juste pour éviter les déceptions, ayez conscience de ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous en termes de niveau de rémunération, ce qui est important pour vous en termes de conditions d'emploi. Il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. Mais par contre, pour éviter de rater son rebond, ça fait partie des moments où effectivement, quand on arrive en entretien, voire quand on prend un poste et qu'on n'y est pas bien, les conditions d'emploi et le niveau de salaire, c'est important. En tout cas, en tant que DRH, c'est quelque chose auquel c'est souvent des questions qu'on pourrait poser à un candidat, non pas pour lui dire, pour juger de son niveau de vie, mais pour être bien conscient, d'avoir un échange autour de est-ce qu'il est bien conscient qu'il va arriver dans un univers où dans lequel effectivement les conditions de travail, les moyens sont plus limités. Donc il n'y a pas les mêmes conditions d'emploi inévitablement. Je te laisse continuer. Oui, très bien. Merci. Alors, oui, dans la continuité de ce qu'a pu vous dire Céline, c'est important d'avoir en tête les différents financements des associations. Et ça peut vous donner aussi des clés de lecture par rapport à des annonces que vous allez voir passer. La grande difficulté des associations, c'est de pérenniser ces ressources, ces financements, et ça vaut pour les postes. Donc, voir passer un poste super intéressant en CDD, ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais en CDI. Vous êtes dans un rebond, vous cherchez un CDI, vous voyez un super poste en CDD, et en fait, c'est juste que l'association est en train de pérenniser, enfin, il y a une chance sur deux que le poste soit en train de se pérenniser en termes de financement, mais qu'il ne peut être ouvert qu'en CDD. Idem, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de temps partiel, enfin beaucoup, il y a pas mal de postes à temps partiel dans les associations, mais ce sont des temps qui peuvent bouger. C'est lié aussi à la recherche de la pérennisation d'un poste. Donc, c'est important d'avoir cette conscience des différents moyens de financement des associations parce que ça a un impact sur les postes à pourvoir, sur le temps de travail et sur le fait que ce ne soit pas toujours des CDI. Pour autant, il y a des CDI dans le secteur associatif. Il y a des postes en CDI. Enfin, moi, j'ai toujours eu des CDI, mais c'est vrai que parfois, on répond à une annonce pour un CDD. Donc, n'hésitez pas à creuser et à voir si ce n'est pas plutôt un poste qui est en CDD pour des raisons de pérennisation de budget et pas parce que c'est une mission très, très courte. C'est important aussi quand on arrive dans le secteur associatif et moi, j'y étais confrontée. Ça a été mon premier rapport d'étonnement quand je suis arrivée pourtant dans une très grosse association. 2000 salariés, donc on peut dire que c'est une très grosse association, mais le rapport à la dépense dans une association, il va être différent d'une entreprise, comme disait Céline, par exemple, sur l'informatique. C'est un exemple que j'ai vu partout où je suis passée, on n'a pas forcément un département informatique, on peut avoir des associations dont les dépannages informatiques sont assurés par des bénévoles ou les salariés qui se débrouillent entre eux. Donc c'est vraiment la répartition, le rapport à la dépense est assez différent. On a aussi, la première association dans laquelle j'ai travaillé, le premier mailing, j'ai découvert que c'était de la mise sous pli manuelle avec des bénévoles parce que il n'y avait pas le financement pour pouvoir avoir recours à du routage. Donc, faut se poser la question, comme dit Céline, c'est est-ce qu'on est suffisamment... est-ce qu'on peut s'adapter à cette façon de faire? Est-ce qu'on peut avoir un autre
alors ce n'est pas un confort dans le travail, mais une autre approche des priorités de dépenses et puis aussi, quand on est manager, une autre approche de la constitution de son équipe parce qu'on va avoir des personnes en CDD, des petits temps partiels, des bénévoles. Enfin, donc, toutes ces questions-là, il faut les conscientiser. Et moi, je sais que lorsque je suis arrivée dans le secteur associatif, c'est peut-être cet aspect-là que j'avais le moins anticipé. On m'a présenté mon équipe et j'avais des temps partiels, des emplois aidés, donc avec une visibilité à 6 mois de ce qu'était mon équipe. C'est pas grave, on a fait des trucs formidables. Et certains sont restés assez longtemps. Donc voilà, c'est la conscience des moyens des associations est hyper important et ça va avec, je veux dire, on va prolonger avec le 4e conseil. Voilà, c'est l'envie de travailler avec des bénévoles et pour un projet collectif. Ça aussi, alors, à titre personnel, c'est ce qui m'a, je pense, c'est là que j'ai trouvé le plus de satisfaction, c'est de changer un peu le cadre. On travaille avec des équipes plurielles, des salariés, des bénévoles de terrain, des bénévoles élus, des services civiques, des volontaires. C'est un brassage, une richesse humaine. Moi, je suis passée de l'entreprise où on parlait de ressources humaines à une association dans laquelle on parlait de richesse humaine. Donc, il faut avoir cette envie. Ce sont des codes différents, hein. Céline reviendra sur ce sujet-là. Ce sont des codes différents, ce sont des fonctionnements, des temporalités différentes, mais c'est en même temps une richesse incroyable. Pour autant, c'est important de se demander si on a envie de cette pluralité, parce que ça peut être déstabilisant, hein. On n'est plus dans la même manière de fonctionner. Donc, c'est vraiment se poser cette question-là et travailler pour un projet collectif, c'est aussi comprendre les modalités de gouvernance, de dirigeance d'une association. Donc ça s'apprend, hein. Moi, je l'ai appris sur le terrain. On arrive dans une association, si on a été habitué à faire du bénévolat dans des petites associations en ne voyant pas trop la différence entre un bénévole de terrain et un membre du conseil d'administration. Quand on arrive dans une association employeuse, eh bien, on a besoin de comprendre les modalités de gouvernance, le fait que ce soit un conseil d'administration qui prenne les décisions stratégiques, les rouages avec, on va dire, la technostructure, les cadres de direction, comment ça fonctionne. Il faut avoir cette envie de comprendre tout cet écosystème qui va porter un projet collectif et comment on va se mettre en fait dans ce projet. Et ce qui est intéressant aussi quand on arrive dans une association, et en tout cas moi le déclic que j'ai eu, et il faut l'intégrer je pense en tout cas il faut l'anticiper, c'est que moi j'ai découvert que dans une association, le modèle économique il est au service du projet collectif, alors que dans une entreprise, en fait, c'est le projet qui va nourrir l'ambition de développer du chiffre d'affaires. Et donc, cet inversement, il faut s'y préparer et l'intégrer. Et personnellement, c'est vraiment là que j'ai trouvé la plus grande satisfaction, c'est que ça nous permet d'être innovants. C'est arriver avec un projet en disant, le projet est génial, tu trouves le modèle économique, tu le fais. Et donc, c'est vraiment une autre façon de travailler. Alors, je n'oppose pas le secteur marchand au secteur associatif parce qu'il faut les deux, hein, notre société a besoin des deux, mais c'est un point important quand on se projette dans le secteur associatif, c'est ces changements de paradigme et cet inversement avec le modèle économique nourrit un projet collectif et non pas le projet d'entreprise nourrit un projet de recherche de profit. Donc voilà, c'est en tout cas, il faut s'assurer qu'on ait cette envie-là. Moi, je ne suis pas sûre que je m'étais assurée de cette envie-là, mais j'ai découvert que c'était génial. Alors du coup, pour vous donner qu'est-ce qu'on regarde quand on recrute et qu'on est DRH ou quand on gère des personnes, c'est cette adéquation entre ça reste, je vais être un petit peu, ça reste un contrat de travail malgré tout.
Ça reste un contrat de travail, ça reste un travail, ça reste une activité professionnelle avec tout le cœur qu'on peut y mettre, avec tout le plaisir qu'on peut y avoir, hein, mais ça reste un travail. Et donc, du coup, quand vous rejoignez le secteur associatif, c'est avant tout parce que le projet collectif et la culture et les conditions, etc., vous plaisent, mais ce n'est pas pour un projet personnel. C'est-à-dire que, alors, quand moi, je recrutais, et quand je recrute encore, je suis très vigilante à. Ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire, mais je suis vigilante à ce qu'on vient réparer quand on vient dans une association. J'ai déjà eu des personnes qui ont candidaté qui m'ont expliqué qu'ils voulaient rejoindre Emmaüs parce qu'ils avaient eux-mêmes eu une période d'errance, même de vivre à la rue quand ils étaient enfants. Ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire. Si on était, si on était pas compréhensif de ça, on ne travaillerait pas chez Emmaüs. Néanmoins, en tant que DRH et en tant qu'employeur, je n'ai pas la possibilité d'aider à réparer la personne. Ça n'est pas ma fonction et je n'en ai pas forcément les moyens. Et donc, du coup, soyez au clair sur, même si on est d'accord, on ne va pas forcément faire des choses par hasard, que des fois ça résonne avec notre histoire, ça résonne avec de toute façon, ça résonne avec nos valeurs. Donc, nos valeurs viennent de notre histoire personnelle et viennent de nos engagements. Mais néanmoins, n'y allez pas juste pour un projet personnel. Voilà, et notamment dans le champ de la grande exclusion, dans le champ du handicap, dans ce genre de secteur-là, où on peut être soi-même touché par cette question-là, ça peut résonner, c'est-à-dire que ça peut faire écho à son propre vécu, et ça c'est super parce qu'on s'appuie sur des valeurs, on partage des valeurs par notre vécu, vous partagez des valeurs avec l'association par son vécu, mais je ne viens pas là pour réparer une histoire. Et ça fait partie des choses sur lesquelles moi je vous invite à être prudent, et en tout cas, si c'est le cas, dans un entretien d'embauche, ayez un discours qui soit entendable, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez très bien dire que vous avez effectivement une personne de votre famille qui avait un handicap, et que du coup c'est une question qui vous a sensibilisé, que vous avez été très petit, été sensibilisé à cette question-là, et que vous avez envie de mettre vos compétences au service de cette cause parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, et que voilà, etc., dans la société, dans le collectif. Ça, c'est tout à fait entendable et on peut le dire en entretien. Mais par contre, il faut le dire en montrant qu'on prend du recul, que c'est bien vos compétences et vos valeurs que vous mettez au service d'un projet, et pas vous venez réparer une souffrance. Voilà. Et si j'en parle aujourd'hui, si on a voulu en parler avec Fabienne, c'est parce qu'on le voit quand même très souvent. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vos bonnes raisons, hein. Je veux dire, moi, une fois de plus, je ne juge pas sur chacun sa vie. Mais soyez voilà, parce que ce ne sera pas le travail qui réparera ça. Voilà, ça reste un travail, ça reste un travail avec une communauté d'hommes, avec des fois voilà, du pouvoir, des conflits, des choses pas cool. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on est dans ce secteur associatif que tout va bien et qu'on est merveilleux. Ça reste un travail, donc en fait, voilà, et ce qui est vraiment important, et c'est vraiment ce qui fait la différence, ça rebondit par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir envie de travailler pour le projet collectif. Voilà, quand vous travaillez, ça c'est vraiment important. Et la deuxième point, c'est effectivement travailler avec des bénévoles. Moi, je trouve ça vraiment riche, mais à la fois, alors en tant que DRH, la difficulté, c'est que quand on est salarié, il y a un cadre d'emploi qui est, voilà, on a un contrat de travail, on a des règles collectives, on a des représentants du personnel, enfin CSE, on a un cadre de travail qui est, comme dans n'importe quelle organisation avec des salariés, existe. Et puis on a des bénévoles à côté. Et un bénévole, par exemple, qui, on va dire, a un comportement qui est peut-être pas hyper accordé, et voire même pas très rare, il n'y a pas de cadre voilà, il n'y a pas un contrat de travail avec nous. Alors, il y a des chartes, selon les associations, il y a des chartes de bénévolat, il y a des choses qui sont posées, mais le rapport à son engagement n'est pas le même que celui du travail. Et donc, notamment, par exemple, très souvent dans des assos, on peut avoir des bénévoles qui ne comprennent pas que les salariés ne viennent pas le samedi après-midi parce qu'il y a une manifestation. Et tous les samedis, il y a des manifestations, et ils ne viennent pas aider à participer à l'action bénévole. Et moi, je leur expliquais, bah oui, mais c'est des salariés, c'est leur travail, ils ont leur vie perso, voilà, ça reste leur cadre de travail. Et donc, c'est comment je suis un travailleur engagé sans être un travailleur qui est à la fois engagé, puis bénévole, puis tout ça. Et c'est vrai que des fois, moi, je trouve ça très riche, parce que justement, ça confronte des points de vue, parce que ça permet d'apprendre d'autres choses, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer dans un cadre de travail de salarié. Moi, je veux dire, la richesse des gens que j'ai pu rencontrer à Emmaüs, c'est des personnes que j'aurais jamais eu la chance de rencontrer si ça n'avait pas été des bénévoles. On confronte un point de vue et on est tous au service du projet. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment comment je suis au service d'un projet collectif
avec ma force de travail, mais aussi avec des bénévoles. Juste pour vous donner un exemple qui est un petit peu anecdotique, mais qui illustre un peu ça. À Emmaüs, la moyenne d'âge des salariés, en tout cas à Emmaüs France, elle oscillait entre 30 et 34 ans selon les années. Et la moyenne d'âge des bénévoles et des administrateurs, elle oscillait entre 76 et 80 ans. Voilà, rien que ça, ben, c'était génial. Mais des fois, je vous assure, ce n'était pas forcément ça. Quand on parlait d'innovation, quand on parlait de comment Emmaüs peut exister plus sur les réseaux sociaux, ça donnait lieu à des débats qui étaient assez sympas. Voilà, c'était plutôt amusant. Et du coup, effectivement, sur le rapport au travail, la jeune génération n'a pas le même rapport au travail que la génération plus ancienne. Donc rien que ça, rien que sur son rapport au travail, voilà, le rapport qu'on a au travail. Et en tant que DRH, c'est à la fois la fonction qui est passionnante de notre fonction, de comment on articule les deux, et c'est à la fois la partie difficile. Et quand on est salarié, je pense que là aussi, c'est quelque chose il faut avoir envie de ça. Moi, je trouve que c'est ce qui fait partie de la richesse humaine, mais ça peut être un des points qui peut être, voilà, il faut l'appréhender, il faut le comprendre. Et du coup, on enchaîne sur le 5e conseil, qui est le 5e conseil, c'est cinquième et dernier conseil qu'on vous donnera pour ce soir avant d'échanger. Voilà, super. C'est ce qui est important, c'est de mesurer les écarts entre vos compétences et les besoins du secteur. Alors, moi, je vais vous déconstruire tout de suite. Oui, il est tout à fait possible de mettre ces compétences du secteur privé dans le secteur associatif. Il n'y a pas de problème. Franchement, on en aurait parlé il y a 10 ans, j'aurais peut-être été moins affirmative. La culture a beaucoup changé. Et donc, les ponts existent vraiment plus. C'est-à-dire que maintenant, ça ne fait pas peur aux secteurs associatifs de recruter des gens qui viennent d'un grand groupe industriel. Ça, tout va bien. Donc ça, vraiment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a beaucoup plus de ponts. Par contre, effectivement, c'est important que vous preniez le temps de transférer vos compétences et de voir quel type de compétences vous avez envie de transférer, quel type de compétences existent. Et du coup, pour ça, donc en fait, il y a une partie de vos compétences que vous pourrez transférer et d'autres non. Par exemple, si vous avez été fait du marketing pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans dans le secteur marchand, ça ne veut pas dire que les compétences que vous avez développées en tant que responsable marketing ne sont pas utiles. Sauf que déjà, dans le secteur associatif, on ne parle pas de marketing. Donc on peut parler d'autres choses, mais ce n'est pas le même vocabulaire. Et donc déjà, il y a une question de sémantique, de qu'est-ce qu'on nomme et comment on nomme. Et puis, il y a quand même des choses que vous faisiez que vous ne ferez pas dans le secteur associatif. Ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est pas un problème. Mais du coup, quand vous faites votre CV, ne mettez pas tout ce que vous avez fait. Ayez bien en tête les compétences que vous allez pouvoir transférer. Il y en a plein et il n'y a vraiment pas du coup de honte à avoir là-dessus. Vraiment, allez-y. Hein. Vraiment, je redis, j'insiste un peu parce que souvent on se dit ah bah oui, mais jamais. C'est juste, par contre, il faut prendre du recul sur ces compétences et pour ça, moi, je vous invite vraiment à faire une veille, à creuser, à rencontrer du monde, voilà, ce qu'on vient de dire avant, à rencontrer des gens, formez-vous, rentrez faites du bénévolat pour bien comprendre les postes qui existent et les besoins qui existent et ceux qui n'existent pas. Donc effectivement, il y a des postes comme la collecte de fonds qui n'existent pas dans le secteur marchand. Il y a, même quand dans le secteur par exemple, en compta, c'est vrai qu'on fait de la compta, mais il y a quand même des grandes spécificités qui n'existent pas dans le secteur marchand, notamment de la comptabilité associative. Ça s'apprend pas. Voilà, là, il y a un moment donné, il y a quelque chose que vous ne saurez pas faire. C'est pas grave, il y a moyen de le combler. Mais prenez le temps de mesurer les écarts et du coup d'offrir vos compétences au service du projet en étant conscient que celle-ci, vous l'avez, vous pouvez l'offrir. Moi, j'ai accompagné une jeune femme qui avait fait 15 ans de marketing chez Coca-Cola et qui voulait travailler dans le secteur plutôt autour de la question du genre et des discriminations. On a tordu le cou à son CV de manière énorme sans mentir du tout. C'est juste qu'on a mis en lumière des choses qu'elle avait faites. Parce que quand elle était responsable marketing, en fait, elle a fait plein de choses qui sont largement transférables en termes de formation, en termes d'animation, en termes de coordination. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient largement transférables. Mais c'est vrai que son vocabulaire, vous voyez, ce n'était pas le poste identique. Donc, ce temps de veille, connaître les postes qui existent, ceux qui n'existent pas, et faire l'adéquation entre vos compétences et ce que c'est vraiment, c'est pas si compliqué que ça comme exercice, mais c'est nécessaire quand vous candidatez. Sinon, vous ne parlez pas forcément le même langage et votre candidature ne sera pas forcément comprise par le recruteur. Je m'arrête là, Fabienne, et je laisse compléter. Je vais prendre la suite, ouais. Super. Alors,
juste pour vous raconter, c'est très intéressant de parler effectivement des postes qui existent dans le secteur marchand et le secteur associatif. C'est que moi, j'ai été recrutée par un directeur général qui voulait recruter dans le secteur marchand. Et du coup, il a mis une annonce dans Télérama, hein, je vous parle d'un temps où on recrutait dans Télérama, où il avait mis directeur marketing ou directeur du développement des ressources associatives. Parce que justement, il se disait, bon, en fait, si c'est quelqu'un qui vient du secteur marchand, il ne sait peut-être pas complètement faire de la collecte de fonds, donc je vais mettre directeur marketing. C'était il y a 20 ans. Et après, moi, j'ai appris sur le terrain. J'ai eu de la chance d'être dans une structure apprenante avec un directeur général qui voulait du sang neuf et des personnes qui venaient du secteur marchand pour dynamiser certains postes au sein du siège. Donc, apprendre sur le terrain, être curieux, hein, la curiosité, que ce soit dans le secteur marchand, dans le secteur associatif, hein, c'est vraiment ce qui nous fait grandir. Donc, on apprend sur le terrain. Moi, je trouve que c'est une chance aussi de travailler dans le secteur associatif parce qu'il y a beaucoup de mouvements de bénévoles. Généralement, les associations ont des modules de formation pour les bénévoles. Donc, ça permet aussi aux salariés d'avoir une culture commune avec des formations internes et se former à un moment pour consolider les acquis de terrain. En tout cas, moi, j'ai eu ce besoin-là. C'est-à-dire que j'ai fait la bascule en 2002 et en 2010, j'ai eu envie de confronter mes acquis de terrain avec les connaissances académiques du secteur. Et j'ai fait une formation que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Donc, une formation qui s'appelait le badge de management associatif, qui était dont toute l'approche pédagogique était assurée par l'ADEMA et qui était cette formation était dispensée à l'école des mines et c'était une formation certifiante. Et cette formation, pour moi, elle m'a permis de consolider des compétences complémentaires sur les écarts que je pouvais avoir sur certaines fonctions. Ça m'a permis aussi d'alimenter mon réseau, de rencontrer d'autres personnes et de voir peut-être d'autres besoins que je pouvais avoir pour rebondir à nouveau dans le secteur associatif. Donc là, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui sont là dans un projet de rebond dans le secteur associatif. J'étais directrice du développement et de la collecte. Par le biais de formations spécialisées du secteur associatif, j'ai pu accéder à des postes de direction générale. Mes derniers postes étaient des postes de direction générale. Donc, c'est mesurer les écarts des compétences que l'on a dans le secteur marchand pour basculer dans le secteur associatif, mais c'est aussi régulièrement mesurer les écarts des compétences attendues pour pouvoir progresser dans le secteur associatif. Et ça, c'est la formation. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé de mieux que la formation et le réseau pour pouvoir être objective. Hein, est-ce que j'ai les compétences qui vont avec ce qu'on attend de moi et puis me nourrir. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça à l'ADEMA avec le badge de management associatif qui aujourd'hui va être remplacé par le certificat de management associatif. Donc, la formation, c'est un bon tremplin pour pouvoir réaliser ce rebond. Donc, c'est aussi une question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de me poser pour acquérir ces compétences, pour arriver le mieux formé possible avant d'arriver dans le secteur associatif, ou est-ce que j'apprends sur le terrain et je me forme après? Mais quoi qu'il en soit, je pense que le passage par la formation, c'est super intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a... J'ai adoré repartir sur les bancs de l'école pour confronter ce que j'avais appris sur le terrain et me dire oui, je suis bien au bon endroit, quoi. C'est vraiment ce que m'a apporté la formation et c'est aussi pour ça que j'ai intégré l'ADEMA pour continuer ce chemin-là et continuer de transmettre. Voilà, donc on peut arriver dans des associations apprenantes, mais aller plus loin, c'est aussi une bonne chose. Voilà, donc j'en ai fini. Céline, également. Ouais. Grâce à vos questions. On aurait pu dire plein de choses, mais on voit l'heure tourner. Il est déjà 18h20. C'était passionnant, c'était un carnet. Possible, et c'est possible. Et c'est super. Merci Fabienne, merci Céline pour ce tandem au numéro de duettistes.
Et effectivement, je pense que ça va appeler des questions de la part de ceux qui participent. Donc, je vous propose maintenant de réactiver vos micros, vos caméras, si vous souhaitez poser toute question à Céline et à Fabienne.